Bien, donc bonjour et bienvenue à la deuxième édition de la Semaine du son de l'UNESCO Canada. Je me présente, je suis Pascale Gaudet, la présidente de l'association La Semaine du son Canada. Donc nous débutons cette semaine par une table ronde qui traitera de la santé auditive des jeunes. Et pour cela, nous recevons Isabelle Cossette, Jérémy Voix et Adriana Lacerda. Je n'en dis pas plus car Emmanuelle Lisère, notre modératrice, présentera plus en détail nos invités. Un dernier mot sur le fonctionnement du webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré de façon à pouvoir être consulté en différé sur le site de l'association La Semaine du Son Canada. Les auditeurs ici présents peuvent, s'ils le souhaitent, poser des questions dans l'espace questions-réponses. Ainsi, les invités ainsi que Emmanuel pourront, si cela s'y prête, les intégrer à leurs réponses. Et autrement, nous tâcherons de prévoir entre 5 et 10 minutes avant la fin de la table ronde, 5-10 minutes d'échange. Donc, je vous souhaite une bonne table ronde et je passe le relais à Emmanuel Lisère, donc, qui va orchestrer tout cela d'une main experte. C'est à vous. Merci Pascal. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette table ronde, entièrement consacrée à la question de la santé auditive des jeunes aujourd'hui. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous, et je suis très heureuse d'accueillir ces trois invités, donc Isabelle Cossette, professeure à l'école de musique Schulich de l'Université McGill, dont la plupart de ses enseignements combinent à la fois des composantes scientifiques, performatives et pédagogiques de la création musicale. Ces recherches portent notamment sur l'étude des phénomènes physiologiques et biomécaniques utilisés durant la pratique musicale et qui visent à renouveler des stratégies d'apprentissage instrumental et à mieux comprendre justement cette interaction entre l'interprète et l'instrument. Elle a été directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologies, le CORMIT, de 2015 à 2020. Nous avons également avec nous Adriana Lacerda, qui est docteur et également professeur agrégé à l'école d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal, notamment avec l'option d'audiologie. Peut-être que justement Adriana pourra évoquer davantage qu'est-ce qu'un audiologiste. Et donc, ses enseignements et ses activités s'orientent notamment sur l'optimisation de variables psychosociales telles que la qualité de vie, la participation sociale, la qualité des services de santé, la promotion et la prévention en audiologie, la diminution de la stigmatisation en lien avec la surdité et l'agisme, ainsi que la prévention et l'identification précoce de la perte auditive liée à l'âge et liée au travail. Nous avons également avec nous Jérémy Voix, professeur spécialisé en acoustique et qui cumule plus de 20 années d'expérience en lutte contre le bruit en musique de travail. Depuis 2000, il évolue simultanément dans les milieux industriels et universitaires. Il diffuse des résultats de ses recherches fondamentales et appliquées. Et il continue de déposer des brevets liés à une solution évoluée de protection auditive individuelle. Jérémy Voix est président élu de l'Association canadienne d'acoustique et directeur associé du CORMIT, dont j'évoquais tout à l'heure la participation d'Isabelle. Alors, la question de la santé auditive des jeunes. Peut-être on pourrait démarrer cette question-là en se rappelant que chacun d'entre nous, eh bien, on a une histoire en lien avec qui est unique, qui est propre à chacun d'entre nous, qui est façonnée à travers des caractéristiques génétiques qui sont influencées aussi par des facteurs biologiques, comportementaux, ce qui nous a accompagnés depuis qu'on est même dans le ventre de la mère. Eh bien, tous ces comportements environnementaux ont eu une incidence justement sur notre rapport justement au son, qui peut être positive ou négative. Et parfois, eh bien, au fur et à mesure de notre vie, nous avons pu rencontrer des influences qui peuvent être positives et négatives. Ces différentes composantes, eh bien, on a pu observer dernièrement qu'elles pouvaient être particulièrement inquiétantes. Je citerai là, par exemple, le dernier rapport justement de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous signifie quand même que lors de la dernière journée mondiale de l'audition, il y a 1,5 milliard de personnes qui souffrent actuellement
d'un certain degré de perte auditive, et notamment les jeunes sont en cause et risquent de subir même une perte auditive de plus en plus importante. Alors, est-ce que l'on pourrait faire peut-être un état des lieux, peut-être Adriana, qu'en est-il justement de cette santé auditive des jeunes aujourd'hui dans votre parcours, et qu'est-ce que vous avez pu rencontrer justement? Je sais que vous avez pu participer à différentes approches. Où en sont ces jeunes actuellement dans ce rapport au son? Bonjour tout le monde. Merci Emmanuel. Oui, les jeunes sont partout au monde. J'ai l'opportunité de travailler en plusieurs pays, au Brésil ici et d'autres en partenariat. Et les jeunes sont vraiment au sujet de nos préoccupations parce qu'ils sont exposés à des niveaux sonores élevés, surtout dans les activités de loisirs bruyants, et ça pourrait devenir un risque de développer une perte auditive. Alors, cette perte auditive, donc, ça se chiffre quand même avec un certain nombre. Je reprends sur les chiffres, on est à plus d'un 1,1 milliard de jeunes qui pourraient être touchés dans les années à venir par ces problèmes auditifs. Quelle est la particularité? D'où ça vient? Est-ce que c'est simplement avec les casques qu'il y en a, ou quelle en est la cause justement de cette perte auditive qu'on évoque justement? Oui, on pourrait dire que c'est à peu près un jeune sur deux qui sont exposés à des niveaux sonores élevés. Et c'est surtout dans les écoutes de la musique. Ça pourrait être des festivals, des bars, des clubs, mais aussi l'écoute avec les écouteurs portables sont très populaires chez les jeunes. Et aussi, on pourrait dire aussi quelques événements sportifs, ça pourrait causer un risque aussi pour la santé auditive. Alors, donc ça, c'est leur comportement, c'est ce qui fait qu'on ça les met dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut observer justement par rapport à cette exposition? Est-ce que ces jeunes en ont conscience justement de cette exposition et ces troubles auditifs, comment vont-ils se manifester? Je pourrais vous dire que la majorité n'a pas la conscience de sa pratique, ses habitudes de vie. Ils ne connaissent pas bien les risques et ses effets sur la santé auditive. Ça, c'est partout. Il faut vraiment mettre l'accent à la sensibilisation de ces populations, reconnaître les risques à sa santé auditive, mais aussi proposer des solutions, mettre en place quelques consignes pour l'écoute sans risque. Alors, mais j'ai envie de dire, parce que un jeune, on a des enfants les uns les autres, mais qu'est-ce qui se passe si justement ça se manifeste comment, ce problème-là du trouble auditif? Est-ce que c'est je n'entends plus? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Jérémy veut intervenir sur ce côté-là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'un jeune qui n'entend plus? Est-ce que c'est simplement ça, ou il y a d'autres incidences que l'aspect simplement d'entendre? Oui, ben merci. Donc, effectivement, on pourrait laisser parler les audiologistes et les professionnels de la santé, mais effectivement, ce qui est important de rappeler, je pense quand même, c'est que la perte auditive, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de façon de revenir en arrière, on n'a pas de thérapie, on en cherche beaucoup du côté génétique et autres, médicaments et autres, mais on a très peu d'options à l'heure actuelle dans la pharmacopée, on va dire, traditionnelle, bien que les militaires aient, pour des expositions un petit peu dramatiques, des soldats qui sont
exposés à des explosifs improvisés, comme on dit, les IED. On peut avoir des traitements de choc, etc., qui vont permettre de récupérer un petit peu, mais c'est vraiment des dommages qui sont très, très importants. Donc, il y aura quand même des séquelles. Donc, irréversible. Et puis, effectivement, sournois parce que non douloureux, invisible. Évidemment, l'oreille ne saigne pas. Le cas du militaire, c'était une exception, mais quand vous revenez d'une discothèque, vous ne saignez pas. Par contre, effectivement, il y a finalement des symptômes qui sont très clairs. Donc d'abord, c'est qu'on a, en sortant d'une exposition, on entend moins bien, donc c'est ce qu'on appelle la perte, le changement de seuil temporaire. Donc c'est pour ça que vous sortez d'un lieu bruyant et vous parlez très très fort, parce que finalement, vous ne vous entendez plus de la même façon. Il y a certains mécanismes de protection qui sont un peu enclenchés et qui modifient votre perception de votre voix et autres. Donc, vous avez cette petite perte temporaire, et puis vous avez parfois des acouphènes qui peuvent être donc ces sifflements qui sont ou des perceptions de sons qui n'existent pas dans l'environnement, mais qui sont perçus, et qui sont tout ça donc symptômes effectivement d'une surexposition. Donc voilà, l'analogie qu'on donne souvent, c'est de dire, ben voilà, une petite surexposition, ça peut encore aller si l'oreille se repose, mais ce que l'on oublie souvent, en réalité, d'un point de vue vraiment physiologique, c'est le temps de récupération. Et même en industrie, finalement, on expose nos travailleurs durant leur quart de travail à des expositions importantes qui sont normalisées, sur lesquelles on a légiféré. Et il est très important que ce travailleur, en fait, durant sa nuit, et en fait sa soirée et sa nuit, ce travailleur ou cette travailleuse récupère entièrement. Et pour cela, il faudrait vraiment qu'il ne soit pas exposé à du bruit, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Parce qu'en revenant de votre journée de travail, peut-être que vous allez au cinéma, peut-être que vous allez au concert, peut-être que vous assistez à un événement bruyant et autres. Donc, voilà pour les aspects pathologiques. Je voulais juste, Emmanuel, revenir sur les chiffres, si c'était possible. Oui, tout à fait. Ok, parce que le 1,1 milliard qu'on entend de l'OMS, c'est sûr qu'il est frappant, hein, sachant qu'on est 6, 7, 8 milliards, enfin, ça fait une grosse proportion de la population humaine. Et je crois qu'il était quand même très inclusif, c'est-à-dire qu'il n'inclut évidemment pas juste les jeunes, mais il n'inclut pas juste les problèmes de surdité liés à l'exposition au bruit. Il va aussi inclure d'autres types de pertes qui peuvent être plus de nature, on va dire, congénitale aussi. Et puis c'est une réalité qui existe dans beaucoup de pays un peu moins développés, avec des mauvaises finalement pratiques qui peuvent même aller jusqu'à simplement la pratique de l'allaitement et la tête trop penchée du nouveau-né, etc., qui conduit à des otites, qui conduisent ensuite à des problèmes de développement de l'audition et autres. Donc c'est toute une panoplie. Donc il faudrait non pas non plus finalement Trop alarmiste, c'est ça. voilà, on peut être alarmiste, mais pas non plus, voilà, pas chercher non plus trop de chiffres trop accaparants, parce que je crois qu'on ne les a pas tous. On a toujours des petits sondages, on a plein d'études qu'on peut citer, et elles varient effectivement. Adriana parlait d'un jeune sur deux, on a vu des études de peer-reviewed paper qui parlaient de ça. On a des données qui commencent à être collectées avec des appareils intelligents. Là, vous avez vu un projet dont je vous parlerai, justement, mené par des compagnies californiennes là, qui essayent de comprendre un petit peu la nature de la perte. Et puis, entre ces chiffres-là, on a des petites études anecdotiques ici et là. Voilà. C'est difficile de savoir quelle est la population de jeunes qui est exposée, mais ce qui est sûr, c'est que c'est trop. Et ce que j'aimerais simplement dire, c'est que trop de jeunes sont à risque de mettre leur audition en danger, sachant que c'est irréversible et que ça va en plus se combiner à la perte à cause du vieillissement. Si vous me permettez, oui, tout à fait. Ici au Québec, dans une étude récente de l'Institut national de santé publique au Québec, ils ont rapporté que 42% des jeunes de 14 à 17 ans sont exposés à un volume très élevé dans les écouteurs, plus grand que 90. Donc, c'est vraiment une grande partie de jeunes québécoises qui sont exposés à des niveaux très élevés. Alors concrètement, parce que peut-être qu'on évoquait tout à l'heure qu'on n'avait pas tout à fait conscience en fait de ce niveau sonore en termes de décibels possibles et le maximum qu'on peut avoir chaque jour, quel serait-il pour ne pas justement être atteint de ces troubles? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu un ordre d'idée à ce niveau-là? Pour les jeunes, pour les enfants surtout, on pourrait penser dans une exposition de 95 décibels pour 40 heures par semaine à peu près. Et pour les plus âgés, les jeunes, des adultes, on pourrait penser à 90 décibels pour 80.
non, 80 décibels pour 40 terres par semaine. D'accord. Et alors, on a évoqué justement, bon, on arrive jusqu'à l'aspect de la surdité, mais il y a des phases, il y a des phases préliminaires à cette surdité, et puis aussi des phénomènes qui peuvent avoir des répercussions sur l'aspect cognitif et puis sur l'aspect psychologique aussi. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer justement ces pathologies qui peuvent surgir parce que à partir du moment où le son peut par moment submerger la personne, ça crée des troubles dans l'orientation, de géolocalisation, j'ai envie de dire presque. Est-ce que vous pourriez évoquer justement, vous, au niveau de l'audiologie, quelle est cette démarche-là? Quelles sont ces autres pathologies qui sont peut-être un peu moins connues du grand public? C'est sûr que la perte auditive, et les signes auditifs sont les plus prévalents, surtout pour l'exposition au bruit ou d'intensité, de niveau de pression sonore élevé. Mais on pourrait dire que l'exposition pourrait aussi causer des problèmes de comportement, par exemple, l'isolement social, l'anxiété, le nervosisme pourraient être attribués aussi à l'exposition au bruit surtout. Il y a quelques altérations du sommeil aussi que ça pourrait être lié à l'exposition au bruit environnemental ou au travail. Je ne sais pas si Jérémy pourrait complémenter aussi. D'un point de vue, par exemple, de la santé et sécurité du travail, effectivement, on sait que le bruit, il y a une étude justement montréalaise qui a montré qu'il est finalement à la cause de beaucoup d'accidents qui vont être des accidents indirects, mais qui vont être finalement des accidents liés à la fatigue du travailleur. Donc, c'est des fatigues qui sont nerveuses, qui sont cognitives. Ce sont aussi des problèmes, par exemple, de non-perception de danger. Donc, soit on n'entend pas des signaux d'alarme, des signaux avertisseurs, soit on n'entend pas un véhicule en mouvement, etc. Donc en fait, en plus du traumatisme lié vraiment à du traumatisme auditif, il y a aussi finalement des blessures physiques qui peuvent être induites. Donc c'est tout un ensemble. Donc, donc tous ces termes-là, c'est aussi, tout à l'heure on a parlé d'acouphènes, on a aussi donc une hypersensibilité aussi parfois qui est générée par justement ces troubles auditifs. On parle d'hyperacousie, également. Est-ce que vous pourriez nous évoquer aussi tout ce qui concerne la dystéréoacousie, par exemple? Parce que je trouve que ça, c'est non négligeable par rapport aux jeunes qui, s'ils perdent leur notion d'orientation, je crois que ça engendre aussi des troubles sur toutes les activités qui vont être amenées par la suite. Et je crois que si on se concentre vraiment sur les jeunes, il y a vraiment cet aspect-là qui peut avoir des répercussions sur leurs activités, d'autres activités de loisirs. Écouter du son, c'est une chose, mais les jeunes sont prêts dans des activités sportives. S'ils n'ont plus ces notions de localisation, en fait, ils n'en ont pas tout à fait conscience. Je crois que ça peut avoir ces répercussions-là également. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de ce type de trouble? Je pense que vous avez tout à fait raison et je pourrais ajouter aussi surtout la difficulté de localiser les sons, mais aussi la difficulté, par exemple, de localisation pour les déplacements. Par exemple, si un jeune il a des écouteurs, il pourrait avoir des difficultés de localiser un signal d'alarme, comme dans les industries, par exemple, ça pourrait causer des accidents, surtout dans les trafics, par exemple. D'autres questions importantes pour les étudiants en musique, ce type de signe, c'est vraiment très, très dommage pour la pratique de musique. Donc, si un musicien perde, par exemple, le sens de localisation ou même le sens de tonalité de un instrument musical, ça pourrait influencer dans sa pratique
en musique. Donc, c'est vraiment important faire attention aux signes et se faire évaluer précocement. Alors, on va venir justement à ces... vous nous exposez en fait tous ces impacts, tout ce qui peut être inhérent à cette surexposition au son. Y a-t-il des solutions et comment un jeune va pouvoir identifier ces éléments-là? Je sais qu'il y a parmi vous des différents projets qui ont été lancés. J'ai envie de solliciter Isabelle Cossette, qui justement auprès des musiciens donc, à l'université Schulich, à l'université McGill, donc Schulich, Isabelle, tu as mis en place tout un projet justement qui s'appelle Hearing Conservation Platform. Est-ce que tu pourrais nous en parler, donc, qui était à destination des étudiants de l'université? Est-ce que tu peux nous en parler et quelle était la démarche justement pour les sensibiliser ou leur faire même prendre conscience? Et en fait, c'est ça, c'est environ en 2018 que justement des étudiants en fait sont venus nous voir pour nous dire qu'ils étaient un peu inquiets parce que à l'orchestre, les pratiques étaient de jouer tout le temps plus fort, puis ça les exposait à quand même assez de bruit. On s'est dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment exposés à plus de bruit? Bon, depuis, il y a eu des articles qui sont sortis, puis oui, dans certains orchestres, il y a eu des problèmes, puis il y a même eu des poursuites de certains musiciens auprès des administrations des orchestres parce que, justement, ils n'étaient pas vraiment bien protégés. On fait à chaque année, un des problèmes, je crois, dans les écoles de musique, il y a quelques programmes voyons, à travers le monde, mais une des difficultés, c'est un peu l'éducation, parce que tout à l'heure, on parlait d'exposition au bruit. Et souvent, les gens prennent pour acquis que l'exposition au bruit, c'est justement un décibel, un certain nombre de décibels. Ils oublient aussi que tout ce qu'on fait, toutes nos activités accumulent finalement un nombre, une banque de décibels qui fait que là, c'est là que ça devient finalement plus dangereux. Puis comme les musiciens, mais passent beaucoup de temps justement à pratiquer un instrument, très souvent près de l'oreille et tout, mais eux, en plus, quand ils vont dans des concerts à l'extérieur et tout, donc ça s'accumule. Alors là, on a commencé à faire un projet et je voulais, avant, vous parler un petit peu puis en parler avec Adriana et Jérémy. Il y a quelques années, on faisait comment ça s'appelle en français? Des tests, des hearing screening tests. Excuse-moi, là, en français. Dépistage. Des tests de dépistage en français. Puis on avait fait ça ici avec un partenariat avec l'école des sciences des communications et bon. Puis ici, on avait obtenu quand même un pourcentage pas mal plus élevé. C'était pas seulement des musiciens de notre école, il y avait aussi des gens, il faudrait que je regarde toute la population, mais quand même, on avait obtenu 21% de pertes auditives auprès de la clientèle qui était venue sur 384 personnes. Alors ça, je voulais. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour pas seulement protéger, mais aussi éduquer nos musiciens et éduquer notre population. Alors, on a commencé à faire un projet de recherche. Est-ce que vous voyez la prochaine diapositive? Oui. C'est le Hearing Care Platform. Le but, c'est vraiment d'apporter des outils aux musiciens avec un kiosque et aussi une application sur un téléphone et un site web pour accompagner et pour faire de l'éducation, mais aussi pour leur permettre de faire de la dosimétrie, donc de mesurer les décibels auxquels ils sont exposés au cours d'une période et ainsi leur permettre d'apprendre à finalement gérer leur exposition au bruit. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas nécessairement continuer tant que ça là-dessus, on pourra y revenir ou je ne sais pas comment vous voulez fonctionner. Là, mais du coup, Isabelle, concrètement, un étudiant arrive et donc qu'est-ce qu'il va pouvoir tester? Ici, sur avec cette plateforme. Tout à fait. Bon. Oui. En allant au kiosque ici, on peut aller mettre nos écouteurs sur la tête du kiosque. Oui. Et la tête va mesurer les décibels au niveau
les décibels, attends un peu, Jérémy est meilleur que moi pour expliquer ça. Vous pouvez prendre le relais. Là, mais... Ah non, mais j'aime bien voir Isabelle expliquer ça. Fatiner. Non, mais les écouteurs, puis les oreilles de la tête mesurent le niveau d'exposition au bruit que l'étudiant, normalement, utilise avec ses écouteurs. Okay? Oui. Ensuite de ça, avec sur un téléphone cellulaire, ils peuvent avoir une application, puis ils vont aller faire de la dosimétrie. Donc, ils vont mesurer ils vont mesurer, par exemple, l'exposition au bruit durant les pratiques à l'orchestre, durant leur transport en commun, quand ils vont au bar, ils vont avoir, c'est toute une application qui va leur dire, bon, en général, toi, tu passes justement 50% de ton temps dans les pratiques d'orchestre. Quelle est l'exposition au bruit à ce moment-là? Tu passes 10% au bar, tu pars en tout cas. Puis ensuite de ça, on va finalement mesurer leur exposition au bruit, puis pouvoir leur dire si ils sont à risque ou pas d'avoir une perte auditive. Puis, on a aussi, c'est ça, basé sur des articles qui datent d'un certain temps, mais aussi sur une suggestion de Jérémy, là, de finalement donner un âge potentiel. Est-ce que ton oreille va vieillir à une vitesse normale ou ton oreille vieillit plus vite? Okay? Jérémy, veux-tu rajouter quelque chose tout de suite ou j'ai différentes diapositives aussi? Non, juste pour bien expliquer. Donc, d'abord, il y a deux choses. C'est que là, jusque tout à l'heure, on parlait finalement de niveau de pression acoustique. On a parlé donc ça, c'est le niveau instantané qu'on a à l'écoute. Et puis, Adriana a mentionné donc l'idée que c'était des niveaux qui étaient finalement normalisés sur une certaine durée. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est la combinaison de la durée fois le niveau qui va nous donner ce qu'on appelle la dose. Et c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure avec Isabelle, c'est finalement cette idée que, un petit peu comme votre exposition au soleil, vous pouvez aller au soleil brûlant de midi si vous y restez peu de temps, mais si vous restez longtemps au soleil, eh bien, vous êtes mieux de diminuer l'intensité d'exposition si vous ne voulez pas pogner un coup de soleil, évidemment. Donc, soit en vous protégeant avec une ombrelle, soit en mettant de la crème solaire. Donc, c'est un petit peu ces analogies qu'on a aussi. L'oreille, c'est un petit peu pareil. Donc, si vous ne voulez pas avoir de coup de soleil à l'oreille, il va falloir soit limiter la durée d'exposition si le son est très fort, soit si effectivement vous écoutez pendant longtemps, diminuer le niveau. Et c'est cette combinaison des deux qui compte et que l'on mesure donc à travers l'application téléphonique. Et pour prendre en compte le fait que vous écoutez parfois avec des casques ou des écouteurs ou des choses, on va effectivement utiliser le mannequin. Ce que je veux juste préciser, parce que ça c'est important de le savoir, il faut se méfier. Lorsqu'on fait des mesures dans le conduit auditif, il est tout à fait normal que les sons qu'on obtienne soient beaucoup plus forts que ceux à quoi on est habitué. Et ça, c'est pour une bonne raison, c'est que vous avez remarqué que notre oreille a une forme particulière. Ça, c'est l'évolution qui nous a donné cet avantage-là. Chez tous les mammifères, on a des pavillons, et ces pavillons auditifs permettent d'amplifier les fréquences. Et donc, c'est normal que ce soit plus fort, finalement, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Or, il se trouve que les niveaux qu'on appelle normatifs ont été déterminés à l'extérieur. C'est un peu technique, mais c'est juste pour dire que lorsqu'on parle de 85 dB pendant 8 heures à l'oreille du travailleur, ce qui est la législation au Québec pour des travailleurs industriels, eh bien, c'est 85 décibels à l'extérieur. Si je les prends maintenant dans l'oreille, en fait, ce niveau-là, il est plus fort. À l'intérieur de l'oreille, il peut atteindre 100 décibels à cause de ces implications. Et bien, tous ces calculs-là vont être faits. Et quand Isabelle nous parle de pression tympanique, ça a été en corrigeant justement ce qu'on appelle la fonction de transfert équivalent champ libre. Et là où on en vient, c'est que là, je vous parle de choses, puis ça commence à être technique. Je vous parle de décibels, de décibella, de correction, de pondération. Et en fait, on en perd rapidement beaucoup avec toutes ces explications. Et notamment les jeunes, si on veut leur expliquer que c'est trop dangereux, ça ne sert à rien de leur donner des niveaux en décibels, ça ne sert à rien de leur donner des niveaux en dose, parce que le jour où on dépasse la dose et qu'on est à 150%, ça paraît dramatique, mais il ne se passe rien. On l'a dit, ça ne saigne pas, ça fait pas mal. Bon, je suis un peu plus fatigué, mais je ne le sais même pas. Donc, on en est venu à une idée à se poser la question de comment on pourrait véhiculer un peu mieux le message pour sensibiliser les jeunes. Et quand vous êtes jeune, vous savez quoi? Là, j'ai quelque chose d'important. On a parlé d'adolescents tout à l'heure, tu as fait la réflexion, Emmanuel, en disant des adolescents autour de nous. Parler de quelqu'un qui a 25 ans à un adolescent, il va vous dire, mais 25 ans, c'est vieux, là, c'est vraiment pas un jeune. Et quand on parle de nos âges, ils vont dire, mais là, c'est mourant, là, c'est un pied dans la tombe. Donc là, avance très, très vite pour un adolescent. Donc, on s'est dit, pour des jeunes adultes, ça pourrait être aussi intéressant de finalement leur donner une métrique qu'ils soient capables d'appréhender. Et on a dit, ben voilà, tu vas effectivement vieillir plus vite si tu t'exposes à trop de bruit. Et ce qu'on a fait, c'est la correspondance donc, entre ce qu'on appelle
la presbyacousie, qui est le vieillissement normal de l'oreille, et la perte induite par le bruit. Et on a fait une correspondance entre ces deux métriques-là. Et donc, lorsqu'on a votre exposition sous forme de dose, on est capable de prédire de combien vous faites finalement accélérer le vieillissement de votre oreille. Voilà. Donc, c'était là que Isabelle allait nous montrer cette petite courbe. Alors là, elle n'est pas très grande. Est-ce que vous avez vu les deux diapositives? Je ne sais pas, là. On va juste expliquer ça, puis on reviendra sur l'app si tu veux. Mais peux-tu mettre en grand écran celle-là, qu'on la voit bien? D'accord, bien sûr. Juste pour le fun. Donc, on a finalement l'âge physique de la personne sur l'axe horizontal, donc l'axe des abscisses. Et si on vieillissait normalement, notre oreille en Y, l'axe vertical, elle suit cette ligne pointillée. Évidemment, lorsque vous avez 40 ans, votre oreille a 40 ans, etc. Mais ce qui se passe, regardez le cas extrême d'une exposition équivalente de 100 décibels, donc c'est la ligne bleue qui est tout au-dessus. Et bien, vous voyez que finalement, à 40 ans, donc je prends la ligne de 40 qui est sur l'axe des X, donc à 40 ans, on peut prendre même un peu plus jeune. Alors, 30 ans, j'ai terminé tout ce qui est postdoc et études secondaires et tout va bien. Je suis lancé dans la vie, je suis en plein boom. Et là, finalement, si j'ai une exposition durant mes 18 ans, si j'ai une exposition cumulative qui correspondait à 100 décibels, et ben, à 30 ans, j'ai l'oreille de quelqu'un qui en a 60, on trace un trait, ça fait 68, quelque chose comme ça. Et ça, malheureusement, donc c'est irréversible. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, on va plafonner un peu à cette perte-là et éventuellement, on va continuer à vieillir le long de cette courbe-là. Et éventuellement, quand on aura 75 ans, on aura 75 ans aussi à l'oreille. Donc, ça va pas, on ne va pas avoir une oreille de 125 ans, on s'entend, mais on va être finalement plus vieux, plus vite. C'est ça qui va se passer. Alors, c'est ça qu'on dit. On dit beaucoup les jeunes vieillissent plus vite de l'oreille que leurs anciens. Et je vous parlais un petit peu des données alarmistes. Juste pour vous dire, on avait par exemple des collègues aux États-Unis à la défense américaine qui disaient nous, on a aujourd'hui des recrues, des jeunes qui viennent dans l'armée, qui ont une moins bonne audition que des vétérans. Alors, vétérans dans l'armée américaine, si vous n'avez pas été exposé, vous avez peut-être juste fait du papier, rempli des formulaires toute votre vie. Donc, effectivement, il pouvait y avoir ces cas un peu extrêmes où des gens partent en retraite à 45 ans peut-être, c'est assez jeune, et ont une meilleure audition que quelqu'un qui rentre et qui en a 20. Donc, voilà le genre de paradoxe. Puis évidemment, mais chez les musiciens, mais l'oreille, c'est notre outil de travail, c'est un outil de travail essentiel. Bien sûr, il y a de la musique qui se fait, même dans la communauté sourde, ou je ne sais pas, ou toutes sortes selon dans différentes conditions, mais idéalement, les musiciens professionnels veulent bien entendre le mieux possible. Puis si on se met à... Puis, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas tellement intégré dans les cours parce qu'il y a une habitude chez les musiciens de penser qu'il faut pratiquer tout le temps, mais il faut aussi pratiquer intelligemment et de façon sécuritaire et en faisant attention à la santé. Alors, on est en train d'essayer d'intégrer ce genre de projet-là auprès de notre population. Là, on est rendu au moment de faire des études pilotes avec ça. Là, malheureusement, c'était prêt il y a 1 an, mais on est tombé en pandémie, alors, comme vous savez. Est-ce que ça signifie qu'on devrait finalement peut-être avoir une carte périodique à chaque année pour évaluer son capital son, peut-être, ou son capital auditif? On parlait du capital soleil, quelque part. On pourrait peut-être essayer d'imaginer qu'il y aurait une démarche à avoir de cette façon-là aussi à chaque âge, parce que on peut le voir aussi chez les tout petits. Finalement, il y a déjà parfois des troubles qu'on peut observer chez le nourrisson et qui génèrent carrément même des difficultés dans le développement psychologique de l'enfant, puisque, notamment, je pourrais citer par exemple le travail de Clarisse Baru qui évoquait que des enfants en fait à qui on ne parle pas, à partir du moment où les parents on leur signifie que leur enfant a des problèmes auditifs, ne leur parle plus. Et à partir de là, le développement de l'enfant est ralenti. Ce qui fait parce que je crois que c'est important aussi qu'on puisse replacer le système auditif, c'est aussi tout ce qui en fait est l'enveloppement aussi sonore dans lequel on baigne depuis la naissance. Et qui est
quelque part, Winnicott parlait de l'espace transitionnel, mais c'est aussi l'élément, en fait, c'est le lien, en fait, dès qu'on est tout petit. C'est le sens qui nous relie à tout. Il n'y a jamais de in-off dans le son, c'est tant qu'on est inutile. Donc, dès lors qu'il n'y a plus ça, eh bien, le développement peut aussi être mis en grosse difficulté. Donc, il arrive que des enfants qui sont sourds, ils n'ont pas l'aspect de la fréquence sonore même, ce développement ne se fait pas. Peut-être, Adriana, vous avez aussi mené un projet qui s'appelle Dangerous Decibel. Ça s'inscrivait aussi dans une prévention. Est-ce que vous pourriez évoquer aussi ce projet-là pour nous? Oui, bien sûr. Le programme Dangerous Decibels vise diminuir la prévalence, l'incidence de perda auditive chez les enfants et chez les jeunes, des jeunes adultes, surtout à cause de l'exposition au bruit ou des niveaux d'intensité sonore élevés. Donc, le projet, il a une approche dynamique et c'est vraiment une approche interactive avec la population scolaire. Donc, on a un programme, une salle de classe pour les enfants et les adolescents pour les sensibiliser concernant l'écoute sécuritaire. Donc, on a des stratégies interactives avec plusieurs activités qui, pour modifier leur comportement ou les habitudes de vie concernant l'exposition au bruit. Donc, c'est un projet qui a débuté aux États-Unis. Dr. William Martin a développé les programmes Dangerous Decibels. Aujourd'hui, il est partout au monde, au Brésil inclus. C'est là que j'ai coordonné les programmes à plusieurs reprises. Et c'est un programme vraiment pour sensibiliser les gens sur les risques concernant les activités de loisirs bruyants. Et on travaille avec des stratégies d'éducation en santé basées sur une approche psychosociale de théorie de communication. Donc, c'est vraiment un abordage où l'enfant peut reconnaître les risques et aussi réfléchir sur les solutions. Donc, on les motive à changer de comportement ou bien développer de bons comportements en santé auditive. Alors, justement, ces bons comportements, est-ce que les jeunes sont ouverts? Vous en avez rencontré tous les trois, que ce soit dans différents projets. Est-ce qu'ils sont ouverts à changer leurs habitudes, justement? Ou est-ce que c'est non, il est hors de question que je ne continue pas à écouter avec mon casque? Quel est leur comportement? Quelle est leur réaction par rapport à ça? Est-ce que c'est une totale non-information qu'ils ont de départ ou quelle est leur réaction? Avons-nous un espoir? Oui, je pense qu'on pourrait faire la sensibilisation partout, tous les âges, mais c'est sûr que si on débute depuis l'enfance, à plusieurs reprises et par différents moyens, utilisant différentes stratégies, c'est sûr que c'est plus facile de changer ou de modeler de bons comportements et des habitudes de vie. Mais les adolescents, quand on les engage, donc quand on travaille ensemble et on les motive pour changer de comportement, on a de bons résultats et ça démontre l'effectivité de la sensibilisation pour les jeunes aussi. Donc, j'ai l'espoir vraiment que l'éducation en santé, la sensibilisation concernant les effets du bruit, c'est possible.
Mais moi, je rajouterais, je pense qu'en fait, les musiciens, oui, eux sont très, très ouverts et le demandent, mais c'est relativement nouveau parce que toute l'approche de dire la santé au travail, c'est relativement nouveau. Les musiciens, en ce moment, bon, on va dire nouveau, 15 ans. Tranquillement, ça s'améliore. J'y pense. Puis les musiciens seraient des bons ambassadeurs, en fait, pour aller aider à faire la promotion auprès des autres jeunes parce que eux, justement, savent déjà qu'ils ont besoin de leur oreille. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être à réfléchir ensemble pour voir comment ils pourraient davantage s'intégrer dans la promotion de la santé auditive. Mhm. Et Jérémy, est-ce que justement, parce que vous avez travaillé beaucoup dans le contexte du travail, mais est-ce qu'au niveau des jeunes, justement, dans les normes de travail, il y a l'environnement même de travail qui est pris en compte, mais est-ce que même dans les lieux où sont les jeunes, est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte? Je pense aux lieux, aux écoles, aux lieux d'accueil. Est-ce que ça, c'est déjà peut-être un premier pas qu'il faudrait secouer ou pas? Mais, à vous entendre, j'ai plusieurs réflexions. Donc, d'abord, l'idée de sensibiliser très jeune et de vraiment en faire une éducation, finalement, donc sound education, comme l'ont dit certains auteurs canadiens, je pense me paraît très pertinente. Et d'ailleurs, le travail de Pascal Godet là-dessus, avec ce qu'elle a fait donc au niveau scolaire, me paraît aussi très intéressant, avec l'idée aussi justement d'être conscient du bruit que l'on fait, d'avoir des permis d'émission et tout cet aspect-là du vivre ensemble également me paraît très intéressant. Je voulais juste revenir sur le jeune, la sensibilisation, c'est les changements de comportement. Bon, Adriana a parlé de ces aspects psychologiques et autres. Ce que je vois, moi, en pratique, c'est que c'est toujours compliqué. Hein, donc, faire vraiment reconnaître et induire le changement à long terme et s'assurer que ça maintienne, c'est quand même un défi. En tout cas, pour un ingénieur, ça me paraît toujours très compliqué de voir ça. Je fais le parallèle avec la protection auditive. Dire à quelqu'un en industrie, écoute, protège-toi parce que c'est important, ta machine, elle est en train de te rendre sourde. La personne dit oui, tu sais, j'ai eu mal la première fois, mais maintenant j'ai plus mal, je me suis habitué, tu sais, mon oreille est faite. Ben, en fait, c'est juste qu'il vient de développer une perte auditive. Ou la personne te dit oui, mais écoute, tu sais, j'ai d'autres soucis que de devenir sourd. Je deviendrai sourd plus tard, mais ça, ce sera plus tard. Pour le moment, mon souci, c'est de survivre, de passer au travers ma paye, etc. Donc, il y a tous ces enjeux un peu, je pense, de temps qui ne jouent pas en notre faveur. C'est qu'il y a encore une fois rien d'immédiat dans la perte auditive et le traumatisme auditif, exception. Sinon, c'est quelque chose qui est relativement indouleur et insensible. Et Isabelle, tu lèves le doigt, mais j'ai un dernier point qui est juste par rapport au changement de mentalité. Un gros truc, Isabelle parle beaucoup de l'importance chez les musiciens, par exemple, d'être sensibilisés. Ils seraient effectivement d'excellents ambassadeurs, mais en réalité, il y a une vraie incertitude en dessous de tout ça. C'est que quand bien même je vois quelqu'un d'informé et de très consciencieux, etc., comment est-ce qu'il fait pour savoir de combien il a été exposé? Comment fait-il pour cumuler à la fois l'exposition qu'il a eue le matin dans son cours masterclass, l'après-midi dans une petite pratique de chambre, le soir dans un concert? Au final, comment est-ce qu'il le fait? Et en fait, c'est vraiment ça qui a motivé avec Isabelle le travail qu'on a fait pour aller chercher des outils pratiques qui vont vraiment vous donner une heure juste. Parce que je peux vous le dire, même en tant qu'ingénieur avec une formation de sensibilisation en acoustique, très dur de savoir effectivement où j'en suis rendu dans ma journée, voire même dans ma semaine. Parce qu'Adriana l'a dit, mais les expositions, on veut les cumuler finalement sur des semaines, voire même des années. Et donc, Emmanuel, votre point de dire votre capital soleil, en fait, il y a déjà des auteurs en hygiène qui pensent à ça, de dire on a un capital auditif qui est un lifetime, qui est sur l'échelle de la vie, et qu'on épuise à chaque jour, mais qu'il faut vraiment donc compter à chaque jour. Donc, tous ces aspects métrologiques-là sont un gros problème, et c'est pour ça qu'on a voulu développer vraiment à la fois donc une app que vous emmenez avec vous et qui est vraiment calibrée. On n'a pas parlé de tous les détails métrologiques, mais il y a une calibration de microphone, etc. Plus la prise en compte de l'écoute sous casque qui est faite par ailleurs, et la combinaison des deux qui vous donne en principe un profil beaucoup plus complet de vos expositions. On devrait inventer finalement des détecteurs sonores déjà dans chaque salle où on pénètre, ce qui nous donnerait déjà des indications. Parce que les acoustiques, il y a même dans chaque salle qui accueille les tout petits, même tous les âges, parce qu'à chaque âge, il y a aussi cette sensibilité qui se développe. Mais peut-être ce serait un premier élément parce que il pourrait y avoir, et puis petit à petit, après que ça devienne individuel aussi. Donc, ce serait des outils, peut-être arriver à ce que
il y a cette installation dans chaque établissement scolaire ou lieu d'accueil de loisirs. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des ouvertures? Je sais que Jérémy, tu interviens justement au sein de l'OMS. Est-ce qu'on a des ouvertures de mise en place de stratégies de ce type-là? Mais en fait, oui, la bonne nouvelle, c'est que les manufacturiers, finalement, notamment de lecteurs MP3 et téléphones intelligents, etc., sont assez sensibilisés au risque, finalement, de traumatisme auditif. Donc, parfois, l'analogie, et je ne sais pas si je force le trait, mais c'est peut-être que ils veulent peut-être pas se retrouver dans la même situation que les compagnies de tabac vivent aujourd'hui avec 40 ans de surexposition à des toxines et autres. Donc peut-être qu'ils sont effectivement plus conscients que n'importe qui d'autre et des risques associés et voulant éviter les recours collectifs dans 20 ans ou œuvrant pour le bienfait de nos oreilles, je ne sais me prononcer, mais il en reste pas moins qu'effectivement ils sont partie prenante de comités de consultation qu'on a donc à l'OMS sous une initiative qui s'appelle le Make Listening Safe. Adriana y est assez familière également. Moi, de mon côté, je regarde vraiment avec les ingénieurs de ces compagnies-là, notamment, des aspects beaucoup plus techniques de métrologie, de comment faire pour mesurer ça en continu. Puis vous l'avez mentionné, ben oui, on pourrait équiper évidemment les pièces. Puis d'ailleurs, ça se fait au Danemark. Vous avez des initiatives très connues d'indicateurs. C'est une oreille qui a remporté de nombreux prix. C'est une oreille qui s'allume avec plusieurs couleurs et elle est présente dans à peu près tous les milieux éducatifs, depuis les petite enfance jusqu'aux hôpitaux et autres, pour sensibiliser finalement les gens au bruit ambiant. Et puis, l'approche que nous prenons, c'est finalement plus l'approche individuelle de dire, bon, ben, chacun de nous est finalement aujourd'hui équipé, bon, ici d'un téléphone intelligent, ici d'une montre connectée, de quelque chose, qui finalement, ensemble, vont pouvoir mesurer ces bruits finalement en permanence et puis, moyennant un bon calcul, donner un estimé du niveau. Et donc, vous avez peut-être vu ça, si vous avez ces propres appareils, vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'alertes qui viennent, qui vont vous informer en vous disant attention, ce niveau me semble excessif, etc. Et ce que vous ne savez pas encore, mais c'est que derrière ça, il y a effectivement beaucoup de cumul de données qui se fait pour essayer de comprendre vraiment quelles sont les expositions vraiment de tout à chacun. Et à ce sujet, il y a eu pendant le World Hearing Day dont on parlait tout à l'heure, il y a eu justement un des premiers résultats d'une étude qui a été menée par notre collègue Rick Neitzel à l'Université du Michigan, qui a un partenariat précisément avec la compagnie Apple, pour ne pas la nommer, et qui justement a regardé ce qu'il obtenait comme données d'exposition des utilisateurs Apple, que ce soit des jeunes ou des plus anciens, en termes d'exposition sonore. Donc, la technologie n'est pas la réponse à tout, mais certainement va être quelque chose qui va permettre ici vraiment encore une fois, augmenter la connaissance et puis surtout la sensibilisation des personnes. Si je pourrais ajouter Oui. aussi, je pense que c'est notre responsabilité des professionnels de la santé, des ingénieurs pour mieux communiquer, pour sensibiliser les gens, les motiver à changer les comportements. Il y a aussi des applications, même l'Organisation mondiale de la santé, il y a une application pour faire dépistage auditif, s'appelle Hearu. Et c'est possible faire un dépistage auditif chez les téléphones intelligents. Donc, ça pourrait être aussi une opportunité d'évaluer l'audition. Isabelle, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'imagine que ça peut s'appliquer à d'autres milieux, mais j'ai remarqué en musique que bien qu'il y ait un intérêt marqué particulièrement par les étudiants de faire attention, sans vouloir généraliser, des fois, comme je disais, il n'y a pas de temps dans les cours pour adresser ces sujets-là. Donc, les professeurs ne mettent pas nécessairement l'emphase là-dessus. Je dis, bon, je ne veux pas généraliser et accuser personne, là, mais bon, c'est difficile quand même de trouver de la place dans le programme. L'autre affaire, c'est la résistance aux bouchons, utiliser des bouchons, comme vous appelez comment ça, des bouchons auditifs? Oui, des bouchons auditifs. OK. Certains instruments, ça les dérange moins parce qu'ils ont pas de pression dans les oreilles, mais il y a certains instruments que ça les dérange vraiment dans leur jeu et leur perception de leur jeu. Ce qui fait qu'il y a quand même un bon travail à faire là-dessus. Puis ça amène peut-être Jérémy à parler de d'autres projets, mais ça serait vraiment fantastique d'avoir des
des bouchons d'oreille pour musiciens vraiment plus adaptés à certains instruments, comme par exemple les cuivres. On développe de la pression dans la bouche et tout, puis ça joue dans le conduit auditif. Si tu veux rajouter quelque chose, Jérémy? Effectivement, la protection du musicien, c'est un gros enjeu. Évidemment, on peut pas réduire, chez le travailleur, on peut parfois réduire le bruit de la machine. C'est d'ailleurs l'objectif numéro 1 d'un ingénieur en contrôle du bruit, c'est de diminuer le bruit d'exposition. Évidemment, en musique, c'est un peu plus délicat de demander à tout le monde de jouer en sourdine ou de passer à des instruments électroniques. Donc forcément, il y a de l'exposition. Et à partir de là, comment faire pour protéger effectivement l'idée d'avoir un bouchon pour musicien, c'est-à-dire un bouchon qui finalement baisserait le niveau, mais ferait en sorte qu'on conserve un petit peu donc, ce qu'on appelle la sonie, c'est-à-dire garder aussi l'équilibre spectral et puis toutes ces perceptions-là est un gros défi. Et pire que ça, il y a un défi vraiment physique, c'est qu'à partir du moment où on bouge, ce qu'expliquait Isabelle, c'est que finalement on s'entend très fort, l'effet qu'on appelle l'effet d'occlusion est très présent et donc on entend beaucoup son instrument, surtout si c'est un instrument qui touche la boîte crânienne, donc tout ce qui est instrument avant, a priori. Les violons également, et les voix, chanteurs, et choristes et autres vont avoir ces mêmes problèmes-là. Donc, on travaille effectivement très activement, et le jeu de mots est volontaire parce qu'on travaille avec ce qu'on appelle du contrôle actif de bruit, c'est-à-dire l'idée d'envoyer un anti-bruit. Donc, vous connaissez, vous en avez fait peut-être l'expérience avec des casques que vous pouvez utiliser dans l'avion, et soudainement, tout le bruit de l'avion diminue. Et là, on a fait ce même genre de contrôle actif, mais pour le bruit que vous générez. Donc, en fait, on enlève votre voix ou votre instrument tel qu'il est généré à travers l'oreille occluse, et vous avez finalement plus l'impression d'avoir cet effet d'occlusion. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, lorsque vous chantez avec ce genre de bouchon-là, vous n'entendez pas la voix naturelle que vous avez lorsque vous chanteriez, parce que vous n'entendez plus pratiquement la conduction solidienne. Vous entendez essentiellement la voix telle que vous la projetez, donc telle que les gens vous entendent, ou telle que peut-être, si vous êtes choriste, vous pratiquez à écouter en vous enregistrant et en rejoignant la partie jouée. Donc, c'est ce genre de projet sur lequel on travaille. Et oui, effectivement, il y a de l'espoir là-dedans aussi. Mais encore faut-il que les personnes aient envie, effectivement, de se protéger. Et on revient à la question de la motivation et de la sensibilisation. Et puis, j'ai envie de revenir aussi sur un aspect. Est-ce que tout le monde a accès? Est-ce que l'accessibilité, justement, à la limite aux soins auditifs et à ces outils de prévention sont généralisés? On évoquait que dans certains pays, il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Est-ce que, par exemple, d'aller voir un spécialiste justement de tout le système auditif, est-ce que c'est pris en charge entièrement par notre système de santé ou est-ce que c'est quelque chose qui est mis à part? Parce que ça, c'est aussi peut-être à un moment donné des freins aussi qui peuvent être entrer en ligne de compte aussi dans la prise en charge justement de l'auditif. On peut aller faire son contrôle pour la vue, avoir des lunettes, mais est-ce que pour l'aspect auditif, est-ce qu'on en est au même point? Oui. Malheureusement, non. Au Québec, on a un programme pour les nouveau-nés, pour les dépistages auditifs chez les nouveau-nés, mais pas pour les enfants à l'âge scolaire, comme la vision, par exemple. L'audition est aussi importante que la vision pour l'apprentissage des enfants. Donc, ça pourrait être très important faire dépister son audition avant d'aller à l'école, surtout dans les premières années de l'école. Malheureusement, on n'a pas ici un programme, mais peut-être on va avoir la possibilité d'implémenter ce programme. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Pascal était avec nous à l'instant. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, ma situation actuelle, donc merci à vous, c'est que j'ai une panne d'électricité à la maison et que je suis actuellement sur le téléphone portable de ma fille. Mais ça y est, je pense que ça va aller. Vous m'entendez toujours donc là? Oui, tout à fait. Oui, ok. Non, il n'y a pas de question, mais bon, il est l'heure de conclure. Déjà, je vous remercie grandement pour la qualité de vos échanges. Et en vous écoutant, c'est vrai que
finalement, l'idée, le maître mot qui revient, c'est l'éducation, c'est-à-dire comment éduquer et arriver à sensibiliser les jeunes populations et même les plus vieilles à cette problématique du sonore, dans la mesure où, comme le rappelait si bien Jérémy, on parle de quelque chose, d'un élément qui est totalement immatériel, concret, qu'il est difficile de trouver des mots, des expressions, des idées chocs qui font réagir, justement, sans être anxiogènes, pour prendre conscience de ces données-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort, et c'est ce en quoi je trouve le projet particulièrement pertinent, parce que voilà, donner l'âge, par exemple, des oreilles d'un individu, je trouve que c'est donner quelque chose de concret, justement, et qu'il y a beaucoup à faire en ce sens. Et comme Isabelle le disait, c'est vrai qu'on pense qu'il n'y a pas de place dans l'éducation, ou du moins on n'en trouve pas suffisamment pour parler de ces problèmes-là. Or, si on fouille dans les programmes, il y a tout à fait la place de parler de ces choses-là, de les intégrer justement dans le cursus de l'élève. Et donc, c'est ce en quoi voilà, je pense qu'il est important de développer et d'avancer en ce sens. Donc, j'ai de ce fait pas d'heures sous mes yeux, mais... Peut-être on pourra signaler que toutes les informations en fait, qu'on a pu évoquer là, durant l'ensemble de cette rencontre, vous pourrez retrouver l'ensemble des liens de toutes ces, justement, de ces projets qui ont été mis en place. Oui. Si vous voulez en savoir plus, même sur l'audiologie, vous retrouverez aussi également un lien sur le site, et chacun des projets, le projet Dangerous Decibels, Hearing Conservation Platform, et puis je pense que si Jérémy peut nous transmettre ses oreilles justement du Danemark, je serais vraiment très très intéressée, parce que je trouve que plus on va le faire savoir, plus on va faire parler et faire entendre justement, ça sera vraiment très intéressant pour que chacun se sensibilise à ces problématiques, et notamment nos plus jeunes oreilles qui n'en ont pas toujours conscience, parce que ils ont ce besoin de s'exposer au son chez ces jeunes, mais peut-être que ce besoin, c'est peut-être de les entourer, de les accompagner. C'est peut-être la vibration dont ils ont besoin à travers ce son. Donc, peut-être en étant au plus près d'eux, on arrivera à leur faire entendre les choses différemment. Donc, on mettra sur le site, Pascal, justement, tous ces liens. Tout à fait. Et je vous remercie beaucoup. Oui, je tenais à remercier, avant que nous nous quittions, donc Isabelle Cossette, Jérémy Voix, Adriana Lacerda, Emmanuel Lizer, ainsi que nos partenaires, donc le Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologies, l'Association canadienne d'acoustique, l'UNESCO à travers la semaine du son en France, et le Collège international Marie de France, ainsi que l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger. Et donc, il y aura une seconde table ronde jeudi qui traitera cette fois-ci de la gestion du son dans les espaces publics. Voilà, je vous remercie grandement pour merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Merci.